La table ronde s'achève sur une note qui n'est pas très optimiste sur la capacité du droit international à atteindre l'espace davantage qu'il ne l'a fait lorsque la conquête s'est engagée. Mais restons confiants, nous avons des experts, nous avons des intellectuels, des penseurs, des gens qui peuvent proposer. Moi, j'ai tendance à avoir envie de vous encourager. Continuez, chers messieurs, continuez. Merci. La table ronde suivante nous conduit à redescendre sur Terre. Suzanne va venir immédiatement avec ses co-panélistes. C'est un centre de recherche, un centre d'études et de recherche un peu particulier qui va vous être présenté à l'instant. Une innovation de l'académie. Lorsque l'épidémie a obligé ses portes à rester fermées, nous avons tout de même souhaité que le centre de recherche se saisisse d'un sujet, et en particulier du sujet le plus brûlant du moment, qui était le sujet des épidémies et du droit international. Mais alors, comme le monde était confiné, nous avons décidé de conduire cette recherche entièrement en ligne. C'était une expérience qui était rendue possible par un attelage entre deux experts. Un expert accompli, je dirais, très connu, qui a maintenant rédigé ses mémoires, le professeur Mourazé, connu pour être un spécialiste de la matière, et d'autres encore, mais notamment de celle-là, puisqu'il a été à l'origine d'une résolution de l'Institut de droit international sur le sujet. Et puis une jeune, plus jeune, mais déjà mûre, chercheuse, juriste, Madame Suzanne Zhu, Suzanne, qui a la particularité d'avoir eu le diplôme en 2018, je crois, le diplôme de l'Académie, et que l'Académie avait repéré, puisque les diplômés ne sont pas si nombreux, et puis elle a été bien diplômée, comme toutes les autres, c'est vrai. Mais on s'est dit que l'associer au professeur Mourazé pourrait être une belle expérience, une expérience enrichissante pour les deux, la jeunesse et l'âge accompli, pour faire marcher un centre de recherche spécial en ligne. Ça a été un succès magnifique, avec un très beau livre, utile, important, réalisé dans un délai extrêmement bref, utilisant toutes les ressources des nouvelles technologies pour faire face à une nouvelle maladie. Merci beaucoup, Suzanne, pour vos efforts pour être là et pour diriger cette table ronde. La parole est à vous. Merci beaucoup, professeur Thévenant. Merci à tous d'être venus pour cette discussion sur l'épidémie et le droit international. On pourrait peut-être modifier quelque peu le format. On souhaitait avoir un dialogue donc interactif entre les panélistes. Je m'appelle Suzanne Zhu. Je travaille au Cancer, une OGN qui travaille à la santé mondiale, et j'ai fait les cours d'été de l'Académie, comme vient de le dire Jean-Marc Touvenin, et j'ai fait de la recherche avec le professeur Mourazé, qui malheureusement n'a pas pu être parvenu aujourd'hui. Nous avons Fernando Aletas dans l'équipe. Dr Fernando Aletas est professeur de droit international et de relations internationales au Centre universitaire de la Défense à Saragosse. Et le docteur Gail Lithgow, qui enseigne et fait de la recherche en droit international et gouvernance globale à l'Université de Manchester et directeur du Centre de droit international de Manchester, et va prendre un poste sur ce sujet à Édimbourg en juillet. Ça fait plus d'1 an que nous travaillons en équipe, et c'est la première fois que je la retrouve physiquement. Nous avons un autre participant du centre, Otto Spikers, qui nous rejoindra. Merci d'être venu. Je voudrais vous présenter ce projet, du moins
vous donner le cadre et puis ensuite nous aurons une session de questions-réponses avec les deux experts à la tribune et je répondrai à vos questions dans la mesure où je peux parce que ce qui m'intéresse beaucoup, nous avons toute une expérience de première main de l'épidémie. Je serais très intéressée par savoir quelles ont été vos réactions. Pour présenter le sujet, c'est certainement pas un nouveau sujet. André Sall, mon co-directeur, professeur Murassé, m'a dit qu'il a été proposé par Peter Troboff en 2009 dans le contexte de l'épidémie de grippe H1N1. Mais en 2020, bien sûr, pour des raisons évidentes, il n'a pas été possible de faire l'impasse sur ce sujet de l'épidémie. Donc ce cours est finalement le produit de l'imagination du professeur Shinya Murassé qui avait proposé qu'on s'attaque au sujet de l'épidémie dans le rôle qu'il jouait au sein de la Commission de droit international ainsi que de l'Institut de droit international. Cet institut, IDI, a accepté. Il y a une série de projets d'articles qui sont toujours à l'ordre du jour de l'IDI. Et lorsque les cours d'été à l'Académie ont été annulés, étant donné la situation qui nous a affectés, le professeur Murassé a suggéré qu'on tienne cette séance en ligne, enfin qu'on fasse cet exercice en ligne. Et l'Académie a heureusement saisi l'occasion. Je leur en suis extrêmement reconnaissant. Et nous avons la possibilité donc tout a été fait en anglais. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé d'être l'un des co-directeurs sur ce sujet, parce que j'étais une des rares personnes à m'être spécialisée dans la santé mentale. Alors, cours en ligne, intégralement. C'était la première fois. Il y avait eu des cours en ligne à l'Académie, mais nous étions en train de construire le bateau avant de le vendre. Très intéressant en soi comme expérience. Et tout ça s'est fait dans un esprit positif. Grand nombre de participants ont participé. 29 ont préparé des chapitres. Et comme vous l'a dit le professeur Woodman, ça a été fait dans un temps record. Nous sommes très reconnaissants, Simone Cartier, l'équipe qui chargeait des publications à l'Académie, de nous avoir aidés d'une façon aussi efficace. Je vais d'abord vous décrire la portée, l'ampleur de ce projet. Il s'agit des épidémies et du droit international. Vous verrez, parce qu'il y a un exemplaire de cet ouvrage qui a toute une série de sujets qui sont traités depuis les preuves techniques, scientifiques, le droit des désastres, les droits de l'homme, les CDC américains, africains, les partenariats privés, le droit de l'investissement, le droit de la navigation maritime, etc., le droit de l'environnement, bien sûr. Je pourrais poursuivre la liste. Alors, on savait d'emblée qu'on voulait, bien sûr, ne pas s'arrêter à l'épisode Covid et ne pas se concentrer sur le régime prévu par l'OMS, ou le droit de la santé globale, comme on l'appelle parfois. Pourquoi? Eh bien, essentiellement, comme on le sait tous, il y a des sous-champs de droit international qui ne sauraient être examinés séparément les uns des autres parce qu'ils interagissent. Et qu'on travaille dans le domaine de la santé, on sait que c'est une question de bien-être et ça n'est pas déterminé par le système médical. C'est ce qu'on appelle Health and Law Policies. Et pareil en droit, les droits de l'homme, le droit de commerce, l'environnement, le droit des animaux. Enfin bref, tous ces pans de ce sujet sont très importants et c'est cela qui peuvent être des vecteurs de propagation de la maladie. Alors nous sommes intéressés à l'optique droit international général. Et on a voulu aller au-delà de la COVID, qui n'est pas la seule. On peut espérer que c'est la dernière, mais je pense que c'est peu probable. Et puis, c'est posé la question des maladies autres que le vide méritaient notre intérêt. Est-ce que c'est les pandémies? Est-ce que c'est sous l'angle d'une épidémie? Et si on s'intéresse uniquement aux infections, aux agents infectieux, ou bien est-ce qu'on veut chercher à affiner une épidémie? Est-ce que c'est suffisamment générique comme terme? Par exemple, envisager que maladies cardiaques peuvent être qualifiées d'épidémie. Alors, il y a beaucoup de maladies infectieuses, la malaria par exemple, le paludisme, qui sont également endémiques. Donc, la question de qu'est-ce qu'on entend? Comment définit-on l'épidémie dans le contexte du droit international?
Alors, on a décidé de se concentrer sur les maladies infectieuses épidémiques et nous avons plusieurs chapitres qui, outre le COVID-19, bien sûr, s'intéressent au VIH, au choléra, la tuberculose, Ebola, la peste, pour ne pas donner ce nom latin, et le COVID proprement dit. Les maladies infectieuses épidémiques, dans l'optique du droit international général, qui couvre 21 chapitres. Et nous n'avons qu'effleurer ce sujet, parce que dès que nous pensions avoir couvert un sujet, nous avions réalisé que nous avions laissé de côté autant. Alors, c'est une cible qui évolue en permanence, qu'elle change, elle se déplace. Avec la pandémie, il a fallu reformuler la gouvernance. Depuis que nous avons terminé le manuscrit, il y a un groupe de travail qui a été réuni pour réfléchir à des amendements, les grands traités qui sont applicables, comment les amender, les menaces de maladies infectieuses, les autres urgences. Une corps de négociation intergouvernementale a négocié une convention, un accord ou tout autre instrument international sur la prévention des pandémies et la réponse aux pandémies. Ça n'est que la deuxième fois que cette Assemblée a exercé ses pouvoirs conventionnels. On a vu la fin Ça ne veut pas dire que le Covid soit éradiqué, non, ça reste un problème de santé publique, mais on ne peut pas considérer que nous sommes au stade de l'urgence. Selon les standards, les critères, il faut envisager une réponse à plus long terme. Et puis, il y a eu une autre urgence qui nous a occupés avec le Mpox, la variole du singe. Variole du singe. Alors, vous voyez, pour les projets que nous avons décidé de lancer au cours de ces 30 dernières années, pour ne pas dire remonter jusqu'à la Grande Guerre mondiale, alors, la recherche que nous avons menée et comment a évolué cette initiative. Et puis, j'aimerais que nous ayons une bonne discussion avec la salle. Je vais maintenant passer à mes collègues. Première question que je vous passe. Est-ce que vous pouvez, chacun d'entre vous, présenter les sujets qui sont abordés dans vos chapitres? Tout d'abord, je voudrais remercier l'Académie. Pour des raisons d'ordre méthodologique, j'ai mis l'accent sur les droits de caractère civil, mais ce serait aussi intéressant de mettre l'accent sur les droits sociaux ou autres. Et comme vous le savez sans doute, en fait, on prévoit deux types de restrictions. D'abord, d'ordre normal pour protéger l'ordre public, la morale, et des dérogations extraordinaires. Au cours de la pandémie, nous avons eu un débat quant à la légitimité des restrictions imposées au droit civil. Le droit international n'offre aucune réponse claire pour répondre à toutes ces préoccupations de caractère à la fois éthique et philosophique en ce qui concerne la légitimité de ces restrictions. Les conventions internationales offrent parfois des orientations, des indications sur la façon de restreindre ces droits civils, mais invoquent des concepts assez vastes, la notion de proportionnalité, le caractère temporaire des restrictions, la nécessité, et ainsi de suite. Bien entendu, ce sont des notions indéterminées et il y a lieu de les interpréter. On a essayé de trouver des indications pour savoir comment interpréter ces concepts dans la jurisprudence d'instances telles que la Cour interaméricaine, la Cour internationale de justice des Nations unies, etc. Et je me suis penchée, quand j'ai écrit mon livre, le droit en matière d'épidémie était sous examen. Il y avait eu quelques discussions en ce qui concerne le VIH, mais qui n'était pas très poussé
Et par la suite, une jurisprudence plus vaste a été établie, et notamment par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, désormais, nous pouvons l'invoquer. Maintenant, à titre d'exemple, quand j'ai rédigé le chapitre, j'ai dû me baser sur des références générales au concept de droit civil. Mais en fait, j'ai trouvé quelques affaires particulières qui avaient été tranchées par la Cour européenne des droits de l'homme qui se sont avérées assez utiles pour mes travaux de recherche. Par exemple, une affaire remontant à 2005, contre la Suède, où la Cour européenne avait décidé que la privation de liberté d'une personne séropositive constituait une violation de la Convention des droits de l'homme. Mais c'était des affaires assez isolées. Par la suite, cette Cour a su développer un corps de droit plus détaillé. Désormais, en fait, nous pouvons invoquer une affaire particulière portant sur la légitimité des mesures de confinement imposées en Roumanie. Merci. Yes, okay. Thanks, everyone. Merci beaucoup de cette invitation à m'exprimer aujourd'hui. Et merci à Suzanne et à Shania Morassi d'avoir dirigé si bien ce centre de recherche pendant une période très difficile pour nous tous. C'était assez difficile d'écrire, de chercher sur la pandémie alors qu'on essayait de garder des distances. Donc j'imagine à quel point ça a été difficile pour vous. Mon chapitre était un peu plus distant parce qu'il portait sur l'architecture institutionnelle et les diverses pratiques au sein des organisations internationales qui ont été mises en place pour faire face à la pandémie. Et du fait de cet examen de l'architecture qui a été mis en place, j'ai répondu à l'appel de Alvenisti, de l'Académie, de créer une loi de gouvernance globale pour tenter vraiment de tirer tout son sens des pratiques institutionnelles. Et j'aimerais beaucoup entendre votre avis à ce sujet. Et on pourrait remplacer le droit des organisations internationales par le droit de la gouvernance mondiale. Différents cadres ad hoc et développement institutionnel ont été mis en place au début. D'abord, l'accès à des outils COVID ou l'accélérateur A2 qui a été lancé dès le mois d'avril 2020 avec 4 piliers. Le premier sur le diagnostic, co-organisé par le Fonds mondial et par le Fonds sur les nouveaux diagnostics, avec un pilier thérapeutique dirigé par le Wellcome Trust et Unitate. Ensuite, le pilier vaccin, qui est celui que nous connaissons tous, appelé COVAX, organisé par l'OMS, Gavi et une autre organisation. Et ensuite, le pilier des systèmes de santé sous l'égide de la Banque mondiale et du Fonds mondial, même s'il a été indiqué que l'OMS avait organisé également ce pilier. Alors, ce qui était très intéressant dans mes recherches, ça a été de constater qu'il était très compliqué d'obtenir des informations claires sur qui organisait quelles activités et quels piliers, et quelles étaient les relations juridiques entre tous ces organisateurs. Alors, j'aimerais vous dire que tout ceci reflétait un peu tous les problèmes que je voyais dans l'organisation du droit international, notamment avec des changements des institutions que l'on a vu surtout dans le domaine de la santé mondiale. Les épidémies ne sont certes pas nouvelles, mais l'interaction et le développement des pratiques institutionnelles dans le domaine de la santé n'est pas non plus un domaine nouveau. Et certaines organisations internationales avaient déjà l'expérience de l'épidémie de choléra. Et donc, il existait certaines pratiques institutionnelles, tant et si bien qu'une conférence
dans certaines conférences, les experts médicaux et de santé avaient une voix chacun et très souvent, ces voix prévalaient par rapport à la voix de l'État qu'ils représentaient. C'était un peu une boule de cristal d'invention. Et c'est un exercice que j'ai beaucoup apprécié. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes les deux, à tous les deux. Ces chapitres sont tous les deux très intéressants. Il nous reste encore quelques questions. I guess reflecting on the experience. À partir de l'expérience de ces dernières années, comment pourriez-vous dire que la pandémie a modifié le droit qui est votre domaine de recherche? C'était en fait, ça confirmait des changements que j'étais en train de commencer à observer. C'était intéressant d'ailleurs de constater comment se sont déroulées les négociations de traités sur la pandémie, c'est-à-dire les réformes proposées par les autorités de santé. Le nouveau cadre Une santé permet de réaliser qu'il faut parvenir à une santé mondiale et le cadre institutionnel qui doit être général, global. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est la raison pour laquelle, par exemple, COVAX a si bien marché. C'est parce que lorsque vous rejoignez COVAX, en fait, vous souscriviez à un accord avec le Gavi, c'est-à-dire qu'un partenariat privé-public, ce qui veut dire que les États-Unis n'avaient pas à devenir membre d'une organisation internationale, passer par un vote du Sénat pour ratifier le traité. Et là aussi, c'est une des choses intéressantes avec le traité sur la négociation du pandémie par rapport au contenu de règlement sur la santé, parce que de plus en plus, on voit que les États-Unis essaie de déplacer une partie du contenu, tout simplement parce que ça permet d'esquiver le vote au Sénat. Vous voyez, on voit une déformalisation de droit international, des normes internationales, des instruments en la matière, et ça dépasse bien sûr le secteur de la santé, mais la santé est un bon exemple, un prisme intéressant pour examiner ces situation. Merci. Oui, je crois que le vide nous a rappelé la fragilité de la nature humaine. Ceci a une répercussion très forte sur notre façon d'envisager les droits de l'homme. La pandémie, oui, les droits de l'homme, en fait, sont plus fragiles qu'on ne le conçoit dans notre optique occidentale, où on est assez content de nous-mêmes. La sécurisation de la santé, par exemple, pour montrer qu'il y a de nouvelles tendances qui ont émergé pendant la pandémie. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'utiliser ce concept-là pour voir à quel point les États démocratiques et démocratiques ont utilisé cette épidémie de façon qui ne soit pas forcément légitime, pour s'adonner à des pratiques pas forcément acceptables. Alors, restriction par opposition au droit, et puis l'équilibrage entre les droits. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Ça évolue en permanence. Par exemple, les standards internationaux sur les droits à la santé, c'est un droit social, disent que les États doivent consacrer des ressources autant que faire se peut, mais les États, pour ce faire, doivent, agir sur d'autres droits et d'autres libertés. J'entends par là que le droit international doit encourager les États à introduire, par exemple, une fiscalité plus pénalisante pour les grands groupes pour peut-être utiliser leur argent à d'autres fins. La pandémie nous a montré également le rôle crucial que jouent certains acteurs privés, par exemple ceux qui travaillent au vaccin, qui peuvent fournir des vaccins, pas possible de contrer une épidémie faute de vaccins, ou encore d'autres acteurs économiques.
le rôle, par exemple, de la société civile, des organisations qui permettent personnes handicapées, par exemple, ou encore les familles qui acceptent d'héberger des familles. Merci à tous les deux. Je pense que c'est la dernière question que je vais vous poser avant de passer au public. L'un des aspects uniques de ce projet, c'est le fait qu'il a beaucoup évolué en temps réel, alors que nous étions en train de travailler aux différents chapitres avec 2 ans de recul. Est-ce qu'il y a, dans ce que vous avez écrit en 21, vous amènerez à repenser ou reformuler les choses autrement par rapport à 2021? Je crois qu'il y a 2 choses importantes à cet égard. Tout d'abord, je crois qu'il faut consacrer, nous aurions dû, et je ne réalisais pas que c'était nécessaire à l'époque, attention à l'impact social des mesures dites restrictives qui ont imposé certains groupes de personnes, des professeurs, des fonctionnaires ont continué à travailler à domicile, à distance, à toucher leur traitement, leur salaire, alors que d'autres groupes de personnes ont beaucoup souffert des restrictions. Par exemple, les petites entreprises, les PME, les personnes qui travaillent dans l'économie informelle, etc. Ce n'est pas simplement l'impact économique qui est marquant, également la santé, l'impact sur la santé mentale, les personnes qui ont des handicaps, par exemple. Et puis ensuite, la qualité, l'égalité ou l'inégalité au niveau international. La pandémie a creusé encore les différences entre les États, ceux qui sont dotés d'une grosse industrie et les autres, les États qui ont un accès au crédit international alors que d'autres n'ont pas cet accès. Ici encore, le droit social actuel ne permet pas de trouver une solution à tous ces problèmes. Pour ce qui est de l'inégalité entre les États, dans les États, beaucoup d'instances, Comité des droits de l'homme, ont demandé aux États de prendre en compte les besoins de tels groupes particuliers. Mais ce sont des déclarations très vagues parce que finalement, c'est une question d'appréciation des États. C'est trop générique pour être efficace. Et le deuxième point, les égalités entre États. Je crois que le droit international du droit de l'homme est encore moins prêt à s'attaquer à cette question. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a une optique individualiste ou parce qu'il fonctionne au cas par cas. Peut-être que d'autres branches du droit international, celles qui s'intéressent par exemple à la coopération internationale, sont mieux préparées à cela. Pour ce qui est ce chapitre n'est peut-être plus tout à fait valable parce que les institutions ont déjà changé. Il y a eu un moment une task force de surveillance, monitoring, avec 2 groupes de travail qui cherchaient à accélérer le progrès. Et puis, un autre groupe de travail qui a travaillé à la recherche et à la mobilisation qui ont fonctionné en mars, qui ont terminé leur fonctionnement en mois de mars 23. Même si je l'avais réécrit, mon chapitre, ce serait déjà hors de propos. C'est pour ça qu'il est important de continuer à étudier ce droit de la bonne gouvernance plutôt que le droit international où on parle simplement des organes permanents, mais quelque chose qui vit, qui évolue, qui n'a pas de base formelle et pourtant qui joue un rôle essentiel dans nos vies au quotidien. Je vais en rester là. Merci à tous les deux. A-t-il des questions dans le public? Oui, Peter Trauboff. 2 petites notes en bas de page, plus une question. J'ai fait passer ce sujet
au Kurdistan. Moi, ma mère était diététicienne dans un pays du sud global où il y avait des enfants qui portaient des poumons en acier. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on essaie d'esquiver la conclusion des traités. Mais lorsqu'un traité devient du droit, c'est quelque chose qui est très important. C'est bien d'avoir une base solide. Ma question maintenant. Quels sont les principes de droit qui permettraient d'être efficaces à l'occasion d'une éventuelle pandémie à venir? Je crois que l'absence de transparence peut causer des préjudices et faire du mal. Nous n'avons pas encore l'impression que lorsqu'on a de l'information qu'on ne fait pas passer à la communauté, vous causez un préjudice. C'est pas simplement d'aller inspecter pour voir si vous êtes en train de fabriquer des armes. Non, il faut fournir des informations de façon à ce que les experts puissent dire il va falloir agir. Vous savez que dans mon pays, vous savez d'où ça vient. Je ne vais pas montrer dans le détail des choses, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un principe qui dise l'absence de transparence est en soi un délit ou quasi-délit international, un acte internationalement illicite? Est-ce que vous voulez que je recueille encore d'autres questions? Merci. Je me demande si le commentaire qui a été fait, est-ce qu'il y a eu des enseignements qu'on peut retirer de critiques, par exemple, en Angleterre, l'Assumption, l'absence d'examen des pouvoirs, pas d'action. Est-ce qu'il y a une jurisprudence? Est-ce qu'il y a des enseignements qu'on pourrait retirer, des critiques qui ont été adressées à cette situation? J'ai une question qui concerne la différence que vous feriez entre le nouveau traité et la situation actuelle. La discussion ne porte pas simplement sur le champ des obligations, leur portée, mais la façon dont les États sont ou pas plus prêts à coopérer. La situation des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs étatiques. Alors, je vais peut-être prendre la question de présidente et tu prendras la suivante. Bien, merci à tous. Je crois que pour ce qui est des principes juridiques et plus généralement la façon dont on peut traiter la question de la compliance, du respect des normes et des consignes, un certain nombre de propositions figurent dans le livre. On pourrait avoir quelque chose qui reflète ou qui ressemble au principe de due diligence dans le contexte de l'environnement. Ça pourrait être la même chose en une épidémie. Obligation de faire une évaluation du risque. C'est une proposition qui a été faite par un des auteurs. Je crois qu'il y a aussi un chapitre très intéressant de Oshenko sur conforter ou renforcer le système des inspections des plusieurs régimes qui sont agissent par plutôt la contrainte ou enfin des mécanismes d'inspection. Voilà des propositions. D'autres encore. Comment faire en sorte qu'il y ait un juste partage de l'information? Au plan politique, il y a une dynamique intéressante. Parfois, certains pays ne tiennent pas à partager quoi que ce soit. Ils estiment que s'ils disent qu'ils auront de problèmes s'ils font des révélations concernant notre pays, ça fait partie de la dynamique qu'on retrouve dans le contexte de la notification. C'est une question assez complexe. Il y a beaucoup de propositions intéressantes. Je ne sais pas encore lesquelles me plaît le plus. Enfin, j'ai pas vraiment de préférence. Je ne sais pas par lesquelles je vais commencer, mais oui, certainement. Comment garantir que les obligations actuelles qui s'imposent aux États sont mises en œuvre? Oui, il y a des questions qui se posent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Je vais m'efforcer
d'y répondre. Il y a un principe bien établi en droit international, fort utile, à savoir le principe de la coopération. Et dans ce contexte, la transparence peut parfois s'analyser en violation du principe de coopération. Je pense également, et c'est un enseignement que nous avons tous tiré à la suite de la pandémie, que la coopération ne suffit pas. Nous devons également expliquer le concept de la coopération, qui reste assez vague comme notion. Et le contenu qu'il faut mettre dans ce principe pourrait provenir d'un autre principe qui, quant à lui, n'est pas bien établi en droit international, à savoir l'idée de la solidarité. Au-delà de la coopération, la solidarité. Et c'est en rapport avec la question posée concernant les traités. Avons-nous réellement besoin d'un traité pour répondre à cet objectif, pour établir des obligations en matière de coopération et de solidarité? Eh bien, tout dépend du type de traité dont nous parlons. S'il s'agit de traités très vagues, avec quelques principes sans mécanisme de conformité, ça ne changerait pas grand-chose. En revanche, s'il s'agirait d'autres types de traités, dotés par exemple de mécanismes de contrôle ou de suivi, ça pourrait en fait donner lieu à d'autres résultats. Qu'en pensez-vous? Oui, en effet, la solidarité était censé être le principe de base. Et d'ailleurs, Otto a rédigé le chapitre sur la solidarité dans le livre. Cela mérite d'être lu. Et on assiste au retour de la solidarité comme un principe juridique potentiel. Et on s'est saisi de cette question en termes de, ou sous l'angle de la législation de l'Union européenne. S'agissant des enseignements tirés des contrats sur la Covid, et d'ailleurs du Royaume-Uni, cela explique un petit peu pourquoi je voulais comprendre les structures institutionnelles et ce qu'on visait également avec les divers piliers de l'OMS, du Gavi, du Fonds mondial, le Wellcome Trust, etc. La liste est sans fin, car tellement d'acteurs étaient associés à ces efforts et en fait, il y avait très peu de redevabilité. Donc, on pourrait peut-être faire appel aux États pour déterminer comment l'argent a été dépensé. On a pu le faire grâce à certains processus démocratiques au sein du Royaume-Uni. Les résultats étaient assez choquants. Mais mon inquiétude, ce qui me préoccupait lorsque j'ai rédigé ce chapitre, était la question de savoir qui avait bénéficié de ces contrats, à qui la Banque mondiale, l'OMS avait accordé ces marchés. Très peu de transparence à ce niveau. Et donc, la surveillance, le suivi de tout cela faisait l'objet de mes travaux. Je vais peut-être me pencher sur la question d'un éventuel nouveau traité. Je pense que ce qui est intéressant avec ces règlements internationaux en matière de santé, c'est qu'ils se penchent sur une partie de la réaction à la pandémie. On constate un événement inhabituel, on envoie l'alerte, on reçoit peut-être des conseils. Et ensuite, que se passe-t-il? Certains chapitres, justement, se penchent sur cette question. Et ensuite, le droit international, le droit sur les désastres, sur les catastrophes naturelles, sans saisie. Mais tout cela n'est pas très bien établi dans les règlements. L'Assemblée de l'OMS se réunit aujourd'hui. Et à ce stade, on se penche sur des questions telles que l'équité en matière de vaccins, le partage du séquençage en matière de vaccins, comment traiter la problématique des fausses informations. Ce sont bref des problématiques qui ont été identifiées, qui pourraient, le cas échéant, faire l'objet de nouvelles obligations internationales. Et ensuite, il y a ce que Gianluca Verci appelle la prévention profonde, envisager la santé unique qui associe la santé de l'environnement, la santé de l'être humain, des animaux, etc.
L'idée étant de prévenir les choses bien en amont. Et on pense également à la notion des capacités clés, mettre en place des systèmes de santé susceptibles de détecter ces phénomènes, introduire des contrôles, endiguer la propagation des maladies, etc. Mais il n'y a rien qui nous permet de prendre un petit peu de recul pour adopter une approche plus globale pour prévenir les épidémies, des pandémies, la propagation de virus en amont. Donc, pas grand-chose n'est fait pour renforcer le système de santé de façon générale, pour identifier les liens entre les régimes en matière de santé humaine et des animaux. Je pense que cela mériterait d'être développé davantage. Merci. De nature, je ne suis pas réellement pessimiste. Toutefois, permettez-moi de poser une question un petit peu pessimiste qui, en fait, réunit à la fois cette idée du principe de solidarité et les autres considérations. Au début de la pandémie, en fait, cette question s'est posée de façon rhétorique et peut-être également comme principe directeur pour voir comment élaborer notre réponse. Et je pense également à cette idée qui consiste à s'éloigner un petit peu du système actuel vers la gouvernance globale. Donc, tout ce qui a été fait sur les vaccins, sous l'angle du pilier sur les vaccins, se passait en parallèle avec des investissements auto-centrés. Les États-Unis ont beaucoup investi dans la mise au point, le développement des vaccins sur le plan national, tout comme d'autres États d'ailleurs, en espérant qu'au bout du compte, ces investissements iraient plus loin que cette ambition consistant à contribuer conjointement au développement d'un vaccin mondial qui permettrait une distribution équitable des vaccins, si bien que au stade de la diffusion des vaccins, on a vu en fait qu'on a souhaité accorder de la priorité aux populations locales, etc. Donc je m'interroge, si ces deux systèmes perdurent simultanément, est-ce que nous pouvons réellement espérer de voir une gouvernance mondiale tout en conservant ces règlements? Mais est-ce que cela nous amènera quelque part ou non? Je le mérite, c'est parce que je vous ai posé cette question assez épineuse et je pense qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. J'écrivais là-dessus du point de vue du droit international sur les investissements au cours de la pandémie. Et les débats en Europe et aux États-Unis ne ressemblaient en rien à ce que ma belle-mère vivait en Ouzbékistan, où des personnes, en fait, étaient testées pour l'utilisation de vaccins. On se demandait si c'était véritablement des vaccins ou simplement des mélanges avec de l'eau. Donc, ces divers débats m'intéressaient, tout ce qui était dit en dehors de l'Occident. Quant à mon espoir de voir plus de solidarité, je suis peut-être encore plus pessimiste que vous. À présent, j'écris un article sur le néolibéralisme et la solidarité et la tension entre les deux. Donc, à ce niveau, je fais preuve peut-être d'un petit peu plus de pessimisme. Peut-être que mon collègue serait mieux placé que moi pour en parler. Mais tout cela met en exergue la complexité de la situation. D'un côté, vous avez la fabrication sur le plan national. Ensuite, vous devez
faire en sorte que ce soit accepté par les divers régimes commerciaux. Ensuite, nous avons également eu tout le discours sur la solidarité mondiale, mais il suffisait de voir quelles étaient les difficultés d'exporter les vaccins vers la bande de Gaza. Certains vaccins étaient détruits. Et en fait, on a constaté qu'il y avait très peu de régions du monde qui avaient reçu des vaccins dans le régime COVAX. Donc, je pense qu'il y aura des négociations sans arrêt à l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle c'est le concept de la gouvernance globale qui m'intéresse autant. Je pense que ce n'est pas le droit des organisations internationales qui nous aidera. Nous devons comprendre quel est le rôle des acteurs privés, tous les domaines non réglementés et le lien entre cela et d'autres systèmes néolibéraux, etc. Donc, je souhaiterais entendre quelles seraient d'autres approches. Je pourrais peut-être ajouter ma contribution. En tant que praticienne, au mois de mai 2020, à un moment donné, j'étais plein d'espoir en ce qui concerne l'équité en matière de vaccins. Il y avait nombre de nouvelles initiatives, non seulement en COVAX, mais il y avait toutes ces entreprises pharmaceutiques qui faisaient des grandes déclarations sur l'idée d'avoir ce bien commun pour l'humanité. Certes, cela n'a pas vu le jour. Il y a eu sans doute des erreurs qui ont été commises, certaines sans doute en rapport avec la pandémie. Mais d'abord, je dirais que beaucoup d'argent public est investi dans le développement de vaccins, le fait de poser des diagnostics, mais rien n'est prévu, qui consiste à dire qu'en échange de ces fonds, on assure une distribution à grande échelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est une question intéressante pour les juristes en droit international privé. Il faudrait établir des conditions pour relier l'accès à cela à la distribution de ces biens de santé dans l'intérêt commun. Un autre aspect. Je sais qu'on s'est penché sur la question du financement public, comment intégrer cela dans le traité sur les pandémies. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a de nombreuses enceintes où on se saisit de ces problématiques. Par exemple, l'OMC, il y a l'accord TRIPS qui exige un certain nombre d'années de protection de brevets, des notions d'exclusivité, etc. Et en outre, on prévoit certaines mesures de souplesse, mais seulement si vous avez certaines capacités. Et avec cette notion de dérogation, on voulait s'assurer que les pays dotés de capacités de fabrication pouvaient également exporter vers d'autres États qui n'étaient pas dotés de tels moyens pour assurer une meilleure distribution. Donc, il faut traiter cette problématique au moyen du système de santé. Bon, c'est vrai que je suis assez pessimiste. Je ne sais pas si cela se produira. Chaque fois que l'on en parle, c'est justement, on assiste à un débat très, très animé, controversé. Donc, les avis sont très partagés pour savoir comment se saisir de ce problème. Et tout le monde est d'accord pour dire que le système actuel en matière de protection de la propriété intellectuelle, le développement de médicaments ne fonctionne pas. Donc, il y a lieu de réfléchir à toutes ces questions. Merci. J'aimerais peut-être également rajouter encore une note de pessimisme. Quelques mots en ce qui concerne la gouvernance. La pandémie était sans doute l'exemple plus clair d'un problème global que nous avons essayé de gérer au moyen de solutions nationales. Même au sein de l'Union européenne, le rétablissement de contrôle aux frontières dans la zone Schengen était un exemple très clair démontrant que les États cherchaient à se protéger, essayer de traiter un problème mondial par des moyens nationaux. Merci. Je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps.